comme où j'ai rêvé. Au moment où je tire un petit peu les draps, on voit deux petits pieds qui bougent comme ça. Et alors là, je regarde à deux fois et puis je dis à Fabien, t'as vu comme moi ou... Est-ce une illusion due à la fatigue, à une faible luminosité? Alexandre et Fabien n'en reviennent pas. Si Elisabeth est en vie, c'est un véritable miracle dont ils sont les témoins. À la lueur de ballon frontal, je la découvre. Et puis je vois le petit être qui est là, allongé, qui n'a pas de réaction. Donc là, on se dit, tiens, est-ce qu'on a réellement vu les pieds bouger? Est-ce qu'on ne l'a pas imaginé? Et puis, du coup, je frictionne son sternum. Ça a fonctionné dans le sens où, à ce moment-là, elle a poussé un petit gémissement. Et puis, elle a les yeux qui ont essayé de s'ouvrir. Alors, je dis à Fabien, bon, bah, va leur dire que le bébé est vivant. Quand ils ont retrouvé le bébé, ils ont dit « Il est là, il est là, il est là, elle n'est pas morte ». Et puis du coup, on dit, bon, bah, nous on attend, on reste au frais, on est protégé de la chaleur, on est à l'ombre. Et puis dans l'attente du médecin, on en profite pour faire un petit bilan lésionnel. Donc on va palper ses bras, ses petites jambes, son abdomen. Elle est énormément déshydratée, en légère hypothermie. C'est aussi ça qui lui a permis de tenir aussi longtemps. Elisabeth n'a que 23 jours et son sauvetage tient du miracle. Elle est restée 8 jours entiers à 3 mètres de profondeur au rez-de-chaussée d'une maison effondrée. Le plafond de la pièce est tombé sur le lit où elle était posée et s'est arrêté à seulement 2 cm de sa tête. Un destin hors norme. Elle ne devait pas mourir ce jour-là. C'est la surprise parce que c'est un miracle. D'entendre ça, c'est ce que tout sauveteur aimerait entendre à chaque fois qu'on va en intervention, quoi. Quand on est sorti avec la petite était là et qu'elle a gémi, qu'elle a pleuré, là ça a été une explosion de cris, de joie, de chants. C'était des accolades, c'est quelque chose de toujours très, très fort. Grâce à ses facultés exceptionnelles, Dusty avait vu juste. Sans son aide, Elisabeth n'aurait jamais été sauvée à temps. Il est parvenu à remonter l'odeur à un endroit où d'autres chiens n'avaient rien reniflé. Dusty est le seul chien à avoir trouvé un rescapé à Jacmel. Avoir un chien, un maître chien avec nous, ça nous fait gagner un temps considérable. Parce qu'on ne pourra jamais remplacer la truffe d'un chien. Là, je vois mon chien, je dis putain, première mission, première victime, je détecte un bébé vivant. Et lui, c'est difficile parce que lui, il me regarde et tu vois, t'as le chien, il allait, j'ai chaud, j'ai soif. Je dis putain, là, je suis content. C'est la mascotte et tout le monde le caresse, tout le monde est avec lui, on joue avec et ça nous fait un tout petit peu ne plus penser au tremblement de terre et on voit que le courant passe entre l'animal et nous, quoi. De son côté, Micheline, la maman d'Elisabeth, apprend que l'on a retrouvé sa fille vivante. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que ma fille était vivante. Alors je me suis mise à courir et je me suis évanouie. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je ne l'ai pas reconnue tout de suite, car elle était très déshydratée. Mais je savais qu'elle avait une tache au genou. J'ai soulevé la serviette qui l'enveloppait et j'ai vu sa tache de naissance. C'est comme ça que j'ai su que c'était bien ma fille. Lors de sa mission en Haïti, Elisabeth est la seule personne que Dusty a pu sauver. Aujourd'hui, Elisabeth a 4 ans. Elle fait partie des 135 personnes retrouvées vivantes sous les décombres haïtiens. Elle a survécu à un séisme qui a fait 230 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1 million de sans-abri. À ce moment-là, je ne sais comment dire. J'étais submergée par l'émotion. Toute la journée, toute la nuit, je n'arrêtais pas de lui faire des bisous. Et quand je sentais une réplique, je la saisissais fort dans mes bras. Des gens me disaient de ne pas avoir peur, car le séisme ne pouvait plus la tuer. Elisabeth sait qu'elle doit sa survie à un chien au nom prédestiné, Dusty,
qui veut dire poussiéreux, en référence à la poussière qui se dégage lors d'un séisme. Elle sait aussi qu'elle a 2 dates d'anniversaire, celle du jour de sa naissance et celle du jour où Dusty l'a trouvée sous les décombres. On peut dire qu'à l'heure actuelle, Elisabeth, je pense vraiment que son petit ange gardien, pour certains, c'est une personne disparue, c'est une grand-mère qui nous regarde de là-haut. Elle, c'est Dusty. Dusty et Xavier n'oublieront jamais qu'ils ont permis de rendre Elisabeth à sa mère. Depuis cette expérience haïtienne, ils ont sauvé beaucoup d'autres vies et se tiennent prêts pour de prochaines missions. Roubaix, à quelques kilomètres de Lille, dans le nord de la France. Le 15 août 2007, c'est la braderie annuelle du quartier de Lomelay. Plusieurs milliers de personnes sillonnent les stands. Pour les enfants du quartier, la brocante, c'est la fête, le jeu et l'insouciance. Ce jour-là, en début d'après-midi, Mustapha Cocacourte, 31 ans, rentre chez lui. J'arrive chez moi, il est à peu près 14h15. Et à chaque fois que j'arrive chez moi, j'ai mon gamin qui vient toujours me voir parce que c'était un fou de la moto aussi. Il voulait toujours que je fasse un petit tour, que je monte sur la moto et tout. Ce jour-là, il n'est pas venu. L'absence de son fils à la maison est anormale. D'habitude, le père et le fils sont inséparables. Mustapha a un mauvais pressentiment. Affolé, il se précipite à la braderie et demande à tout le monde si quelqu'un a vu son enfant de 5 ans. Là, je vois donc mes voisins qui sont à la braderie. Et donc, je demande à Karim, je dis, Karim, est-ce que tu aurais vu Ennis à la braderie? Karim me dit, oui, il était avec son oncle. Alors, quand il me dit ça, je suis choqué. Je lui dis, mais Karim, Ennis, il n'a pas d'oncle. Bah, il me dit, écoute, je sais pas, j'ai vu quelqu'un de vieux, mal rasé, casquette, avec un plâtre bleu à la main, qu'il tenait par la main, qui est passé dans la braderie, et il est passé devant la maison. Donc, c'est là que je comprends tout de suite. Déjà, à ce moment-là, déjà, pour moi, je le retrouve plus vivant pour moi. Mustapha ne panique pas. Il se rend immédiatement au commissariat pour signaler la disparition de son fils. Ce jour-là, c'est le commissaire Dan Roll qui est de permanence sur l'agglomération de Roubaix. Tout de suite, il prend l'affaire au sérieux. On décide donc de déployer un maximum d'unités pour essayer de retrouver la piste de cet enfant de 5 ans qui a disparu. Dans les affaires de disparition d'enfants, les premières heures sont vitales. Les médias locaux relaient aussitôt l'information. La description du petit garçon, 1m30. Enlèvement crapuleux, pédophilie ou simple disparition. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les policiers font appel à un chien spécialisé dans la recherche de personnes. À 150 km de là, brigade des sapeurs-pompiers de Cambrai. Hugo est dans son chenil, prêt à partir en mission. C'est un chien surentraîné. Sa spécialité, retrouver des personnes disparues. Pour lui, chaque mission est un nouveau défi avec son lot d'imprévus. Le maître chien d'Hugo, c'est lui, Laurent Joannès, 27 ans. C'est son supérieur qui l'a informé de la disparition d'Ennis. Je reçois un coup de téléphone du commandant Liagre qui me demande si je suis prêt à partir en intervention. Donc il m'explique grosso modo que c'est pour une recherche de personnes, mais il me laisse un peu dans le vague parce qu'il n'a pas vraiment d'informations pour le moment. Hugo est un berger allemand. Le berger allemand, c'est le chien de travail par excellence. Puissant, intelligent, volontaire, fidèle, c'est un chien qui ne demande qu'à obéir. Son flair est 40 fois supérieur à celui de l'homme. Hugo, 5 ans, 30 kg, 60 cm de hauteur. De l'avis de son maître Laurent, il est calme, déterminé et précis. Hugo est au sommet de sa carrière. Il est pompier depuis 3 ans. Son défaut, il n'aboie pas assez fort, ce qui est rare chez ce type de chien. Mais ce défaut va se révéler être un atout dans cette affaire. Hugo est un chien pompier. Il a été entraîné à la recherche de victimes en milieu urbain.
Depuis son plus jeune âge, on l'a dressé pour partir à la recherche de personnes disparues comme Ennis. Jusqu'à présent, Hugo a retrouvé tous ceux qu'il était parti chercher. Mais sans son maître, Hugo ne serait rien. Avec Laurent, ils forment un binôme. Ouais, c'est bien Kilo ça, oui. Allez, en avant. Allez, ouais. C'est bien Loulou ça. La relation que j'ai avec Hugo, c'est vraiment... c'est fusionnel. Des fois, d'un simple regard, on arrive à comprendre, bah, tiens, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin d'un coup de main pour passer le mur. Avec Hugo, c'est beaucoup par des gestes ou par des petits bruits ou des regards ou un déplacement. Je me déplace à gauche, je vais l'emmener à gauche, je me déplace à droite, je vais l'emmener à droite. Donc, ce qui est primordial pour être un bon binôme, c'est d'avoir une confiance. C'est une confiance mutuelle. C'est-à-dire que si le chien il aboie, bah, c'est que l'odeur sort de là, c'est qu'il faut creuser à cet endroit-là. Si il est à 200 mètres et qu'il aboie, bah, vous pouvez courir, c'est parce qu'il a trouvé la victime. Ça, c'est faire confiance au chien. Et le chien, il vous le rend. Il va pouvoir sauter un obstacle sans savoir ce qu'il y a derrière, tout simplement parce qu'il vous fait confiance. Si vous lui dites saute, il va sauter. Mais la confiance mutuelle n'est pas la seule clé de la réussite. Pour qu'un binôme de travail comme celui formé par Hugo et Laurent soit performant, il faut aussi que le chien et son maître aient des caractères compatibles. Un respect et un amour réciproque. C'est un chien avec qui j'ai pu faire de belles interventions. C'est un chien avec qui j'ai une belle complicité. Et je me considère aujourd'hui comme un binôme qui fonctionne très bien. Toujours prêt et disponible, Hugo et Laurent forment un binôme de travail à toute épreuve. C'est l'équipe parfaite pour partir à la recherche d'Ennis. À Roubaix, il est 18h. Cela fait maintenant près de 4 heures que le petit Ennis n'a plus donné signe de vie. Confrontés à la difficulté de retrouver l'enfant dans la foule, les policiers font appel aux spécialistes canins de la région. Le commandant Liagre. Donc, je suis mis en contact avec la police qui nous sollicite pour l'utilisation d'un chien de pistage, avec l'utilisation d'un vêtement qui porte une odeur de référence de la personne recherchée. La technique du pistage est souvent utilisée dans la recherche canine. Dans ce cas précis, il s'agit de faire sentir à Hugo un effet personnel du petit garçon. Pourtant, le commandant Liagre est contre. En effet, les conditions sont défavorables au travail du chien. Nous sommes le 15 août en plein été. L'air est sec, il fait chaud et les recherches se font au milieu d'une braderie bondée. On peut parler de milliers de personnes qui circulent dans les rues et ça fait autant de traces et de molécules odorantes supplémentaires qui brouillent les pistes et donc sont des éléments défavorables pour la recherche en pistage. Hugo est donc mis en stand-by jusqu'à nouvel ordre. En revanche, le commandant Liagre prévient les policiers qu'Hugo peut les aider d'une autre manière, en utilisant la technique de la recherche par quête. Si les enquêteurs pensent qu'Ennis se trouve dans un périmètre bien défini, alors le chien devient d'une redoutable efficacité. On a coutume à dire qu'un chien peut travailler entre 15 et 20 minutes et ratisser une surface équivalente à un terrain ou 2 terrains de football. En attendant que l'enquête ait suffisamment progressé, le commandant Liagre demande à son binôme, Hugo et Laurent, de se tenir prêts à partir à tout moment. À Roubaix, les enquêteurs, eux, sont passés à la vitesse supérieure. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Il est 20h45. Ennis a disparu depuis maintenant 6 heures. L'alerte enlèvement a été diffusée au niveau national. Mais c'est à quelques centaines de mètres seulement de la braderie qu'un patron de bar se manifeste. Il appelle les policiers pour les informer que l'un de ses clients correspondrait au signalement du ravisseur. Il s'agirait d'un certain Francis Évrard. On se rend compte que Francis Évrard, il a un lourd passif pénal au travers d'infractions de nature sexuelle. Qu'il a été condamné et libéré récemment, et que la condamnation lourde qu'il avait subie, c'était pour des faits de pédophilie. Dans le même temps, un chauffeur de taxi se présente au commissariat de Roubaix. Cet homme va livrer une information capitale. Il me dit, voilà, en cours d'après-midi, j'ai chargé dans mon taxi un homme qui correspond à votre signalement, avec un enfant qui me semble être celui de la photo.
Et là, il nous signale qu'il l'a déposé près d'une batterie de boxe dans laquelle il lui a indiqué qu'il habitait. Il les a déposés vers 15 h. Ennis est donc peut-être encore dans l'un de ses garages. Un enfant de 5 ans est à la merci d'un pédophile multirécidiviste. Il faut agir vite et efficacement. Les policiers se rendent immédiatement sur les lieux. Ils font face à une trentaine de box. Si Ennis et son ravisseur sont dans l'un d'eux, comment savoir lequel? On ne peut pas ouvrir tous les box. On décide d'avoir recours à une unité canine qui va permettre de faire ce qu'on appelle une levée de doute. Pour Hugo et Laurent, la course contre la montre est lancée. La pression est énorme. Quand on en reçoit un coup de fil comme ça, on est vraiment dans la petite montée d'adrénaline, ce qui fait qu'on revérifie tout pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Il est 22 h 30. Hugo et Laurent quittent Cambrai. Ils ont 150 km à parcourir pour rejoindre Roubaix. Mais vont-ils arriver à temps? Ennis est-il toujours en vie? Sur l'autoroute, les panneaux d'affichage relaient l'information sur la disparition de l'enfant. La tension monte. Ça rajoute une petite pression supplémentaire. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est étendu au niveau national. Donc il faut paraître le plus professionnel possible et justement essayer de se contrôler au maximum. 23 h 30. Hugo et Laurent arrivent enfin sur place. Je m'aperçois qu'il y a des lieutenants, qu'il y a des policiers en civil, qu'il y a des bacs, qu'il y a des véhicules de police qui sont garés un peu plus loin dans la rue. Donc voilà, il y a un petit ressenti, ça va pas être une intervention comme d'habitude, ou c'est une intervention qui est en train de prendre de l'ampleur. Lors de chaque intervention, le rituel est le même. Laurent ne lâche pas Hugo tout de suite. Il se contente d'ouvrir les portes de sa voiture. Le chien doit s'imprégner des lieux. Il sait pourquoi il est là, il sait qu'il y a une recherche à faire. Le fait que je sois en tenue, le stress que j'ai pu dégager durant la route, tout ça, ça met le chien en condition, il est motivé pour aller travailler. Rapidement, Laurent est briefé par les policiers. Donc il me demande si je peux effectuer l'intervention, savoir si je suis capable de retrouver l'enfant. Je lui réponds que non, mais par contre je suis capable de déterminer s'il y a présence d'odeur humaine dans un des box. En plus, les enquêteurs ne leur facilitent pas la tâche. Il est demandé à Hugo de ne pas aboyer lorsqu'il détectera une présence humaine. Le binôme n'a pas le droit à l'erreur. Autant il est facile pour un homme de ne pas parler, de faire le moins de bruit possible, autant pour un chien, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus que dans le cadre d'un sauvetage normal, il est demandé au chien d'aboyer et de se manifester lorsqu'il a détecté une personne. Dans ce cas précis, la demande de la police est inhabituelle, mais compréhensible. Le but, ne pas avertir le ravisseur de leur présence. Mais la tâche est difficile, car un chien émet des sons instinctivement. On appelle ça des vocalises. L'aboiement est l'une de ces vocalises. Il est lié aux cordes vocales, beaucoup moins abouties que chez l'homme, car le cerveau du chien n'est pas assez développé pour acquérir le langage. Un berger allemand comme Hugo a une dizaine de vocalises différentes. Une partie du travail de Laurent consiste à les différencier et les interpréter afin de comprendre les intentions de son chien. Il peut par exemple distinguer le grondement. C'est la vocalise qui exprime une menace. Et l'aboiement d'excitation qui est synonyme de jeu. Parce que le travail est un jeu pour un chien de recherche, lorsqu'Hugo cherche une victime, il joue. Dans ce cas précis, il est très difficile, voire quasiment impossible, d'empêcher un chien d'aboyer. Mais cette règle ne s'applique pas à tous les chiens. Hugo est connu pour être un chien particulièrement discret. Laurent et Hugo ont développé réellement, en termes de communication, une relation très forte. Elle a été d'autant plus amplifiée de par la difficulté qu'avait Hugo à manifester la découverte d'une victime par un aboiement et un grattage. C'est un chien qui est sûr, qui est tranquille et qui fait son travail, mais c'est vrai, ça n'a jamais été un gros bruit. Dans cette affaire, un enfant de 5 ans est aux mains d'un dangereux pédophile. L'alerte enlèvement a été déclenchée il y a près de 2 heures. Francis Évrard est un multirécidiviste. Hugo et Laurent risquent de se retrouver face à un criminel, prêt à tout. Il y a quand même des risques d'agressivité du kidnappeur et je lui rappelle bien de prendre des dispositions qui sont adaptées par rapport à ce type de recherche. Hugo est potentiellement le premier à se retrouver en contact avec le pédophile. Le danger est là et cette mission peut être la dernière.
Tout le monde est prêt à faire l'intervention, sauf le chien. Hugo doit respecter la procédure de travail afin d'être le plus efficace possible. Donc comme avant chaque intervention, j'emmène le chien se détendre, donc sur un laps de temps de 5 minutes. C'est la pré-phase de travail où il sait qu'il doit faire ses besoins et après il doit être disponible pour pouvoir après travailler. À la fin de la détente, je récupère Hugo, je le rattache. Je me dirige vers le commissaire et le lieutenant et je leur ai dit que Hugo et moi on est prêts pour effectuer la recherche. Il est minuit. Cela fait maintenant 9 heures que le petit Ennis a disparu. Hugo et Laurent entrent enfin dans l'arène pour le plus gros challenge de leur vie. Ils sont accompagnés par 4 policiers armés. Le suspect est dangereux. Les effectifs de police, ils sont vraiment armes en main, 50 cm, 1 mètre derrière, vraiment pour veiller à ma sécurité et tout ce qui pourrait se passer. Il faut assurer la sécurité du dispositif parce qu'ils ne sont pas là pour intervenir, ils sont là pour aider aux recherches. En revanche, si on est trop proche du chien, on perturbe son travail. Ça, on le sait aussi. Avant de commencer l'opération, Laurent analyse la scène. Il y a très peu de vent. Les molécules odorantes sont très dispersées. Pour Hugo, les conditions météo ne sont pas optimales. Remonter les fluves risque d'être difficile. Laurent met alors en place la procédure que l'on appelle la conduite par autonomie. Je prends la décision de laisser le chien en autonomie, c'est-à-dire laisser le chien faire de lui-même ce qu'il a envie de faire. Donc je sais très bien que s'il y a une odeur, il va la remonter. Donc là, je m'abaisse. C'est l'instant T. Le destin d'Ennis est entre les mains de Laurent et d'Hugo. À peine lancée, la technique adoptée par Laurent porte déjà ses fruits. Parfaitement autonome, Hugo se comporte comme un pro. Son flair ne le trompe pas. Le chien marque un intérêt devant 2 box. Il met ce qu'on appelle un coup de nez, donc c'est-à-dire qu'il lève la tête, il tourne la tête. Et là, il met le nez au sol et il remonte l'odeur. Je vois le fouet qui commence à aller. Donc là, tout ça, c'est les signes d'une odeur, d'une présence d'une victime. Hugo en est sûr. Il y a quelqu'un dans l'un de ces 2 box. Mais dans lequel? Malgré leurs 5 années d'expérience commune, Laurent doute. Ça va vraiment très très vite. Avec toute la pression qu'il fallait gérer, parce qu'il y avait quand même pas mal de gradés sur place, avec la rapidité du chien, son efficacité, parce qu'au bout de 30 secondes, il a quand même pris l'odeur. C'est plutôt moi qu'il a fallu que je le rassure. Par conscience professionnelle, Laurent se doit de terminer l'inspection de tous les box. Il y a peut-être une présence humaine dans un autre garage. Je préfère perdre 10 secondes et apporter une réponse où je vais être sûr de moi. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi l'envie de ne pas mettre à côté, l'envie d'apporter quelque chose de concret, l'envie d'être sûr de ce qu'on dit. On sait qu'il faut, en général, une confirmation des premières hypothèses. Et donc, le maître chien va faire vérifier les différents box de l'allée pour s'assurer que ce n'est pas par hasard qu'il a désigné ces 2 box-là et que le chien veut bien délivrer un message. Laurent décide de changer de technique de travail. Il rappelle Hugo. De l'autonomie, il passe à la technique dite systématique. J'avance la main vers l'avant, je lui donne la direction en fait à suivre et je lui dis gamin en avant et là il part tout droit vraiment en longeant le mur. Je le fais bien longer les murs dans un sens une fois dans l'autre. Après je le fais bien passer au milieu de l'allée pour vraiment qu'il n'y ait pas de doute. Il ne marque rien du tout, aucun intérêt, aucun arrêt, aucun mouvement de fouet, aucun coup de nez, vraiment rien. Laurent ramène alors Hugo devant les 2 box où il a pointé précédemment. Et là, je dis, écoutez, on va rester ici, et là, on va laisser travailler le chien. En disant au chien, voilà, cherche, confirme. Enfin, dans ma tête, c'était vraiment, confirme-moi le travail que tu as fait. Donc le chien était vraiment sûr de ce qu'il avait fait. Un chien, ça ment jamais. Hugo fait désormais face aux 2 box où il a marqué un intérêt. Ennis et le pédophile sont-ils à l'intérieur de l'un d'eux? Hugo va-t-il trouver le bon? Je lui redis cherche. Le chien, il repart au même endroit. Il va mettre son museau au niveau de
l'interstice entre le sol et la porte. Hugo semble s'intéresser désormais à un seul box. Et là, le chien surprend l'assistance. Il va gratter la porte en se dressant sur ses pattes arrière. Il essaye de prendre l'odeur en haut, voir si éventuellement il y a de l'odeur qui pourrait sortir d'en haut. Bah, il prend rien, il retombe et là il commence à gratter. Donc c'est sûr que voilà, c'est là, il n'y a pas de danger. Il commence à gratter, et là après il se met à aboyer dans la foulée, quoi. Si Ennis et Évrard sont dans ce box, il ne faut pas perdre un instant et agir vite. L'aboiement d'Hugo n'était pas prévu, mais il était inévitable. Hugo est tellement excité d'avoir remonté une odeur qu'il ne peut s'empêcher d'aboyer. Les policiers attendent le diagnostic de Laurent avant d'intervenir. Et je leur dis, bah, voilà, s'il y a un box à ouvrir, c'est celui-ci. Pour moi, il y a une présence d'odeur humaine à l'intérieur. Ce que le ravisseur ne sait pas, c'est qu'en empruntant cette allée, il a laissé derrière lui des molécules odorantes. Indétectables pour l'homme, mais que le chien peut parfaitement suivre. Et Hugo a réussi à déterminer une présence humaine dans ce box. Et donc, après avoir recueilli la confirmation de M. Johannesque, on décide d'intervenir. On fait s'écarter à la fois le maître chien et le chien, pour les mettre en sécurité. Donc là, j'en profite pour pouvoir récompenser le chien. Donc c'est-à-dire jouer et le remercier pour le travail qu'il venait d'effectuer. Je fais un check-up du chien rapidement. Je remets le chien en voiture. Après, je suis revenu pour me mettre à disposition s'ils avaient besoin d'un pompier. J'étais surtout aussi curieux de voir si effectivement le chien avait bien déterminé s'il y avait victime à l'intérieur. D'un coup violent, ils arrivent à faire basculer la porte. Qui s'ouvre dans l'éclat et là on constate la présence de la victime et de son agresseur. Ils sont pris comme des lapins dans les phares d'un véhicule. Immédiatement, les réflexes des collègues de la BAC s'enclenchent. Ils décident d'interpeller Évrard pour protéger le petit. Donc Évrard est menotté immédiatement. On se rend compte dans un second temps qu'avec son plâtre, ça pose une difficulté. Allez, bouge pas! Mais bouge pas! Le lieutenant Barbec est à mes côtés, s'empare du petit Ennis pour le rassurer. On s'est rendu compte que pendant plusieurs longues minutes, voire un peu plus d'1 heure, on était juste à côté du kidnappeur et du petit, et qu'on n'avait pas entendu un bruit, pas un cri, pas un appel au secours. Donc vraisemblablement, Évrard il avait fait penser que les bruits de dehors, c'était pas des gens qui venaient lui porter secours, mais c'était des gens qui lui en voulaient. Et le petit, terrorisé, l'a certainement cru. C'est 4 ans de travail, tous les heures d'entraînement qu'on a passé sous la pluie, sous la neige, tout le temps qu'on a investi, ça paye aujourd'hui, quoi. Bonjour et merci d'être avec nous. Immense soulagement à Roubaix. Le petit garçon enlevé hier après-midi a été retrouvé en bonne santé dans la nuit. Son ravisseur présumé a été interpellé. Mustapha est immédiatement amené à l'hôpital, au chevet de son fils. Le médecin qui examine donc mon fils, qui l'a examiné, vient me voir. On me dit que je peux aller voir mon fils, mais que je ne dois pas pleurer, que je dois sourire, ce qui est très dur. Mais je me dis je vais le faire pour mon fils. Je lui dis je t'aime, il me dit je t'aime, alors qu'il ne m'avait jamais dit ça de sa vie. Et là je rigole, je dis bah alors un vilain monsieur t'a volé, papa t'a retrouvé. Je voulais qu'il prenne ça comme un jeu, pour pas qu'il se sente coupable ou qu'il culpabilise. 2 ans plus tard, Francis Évrard est condamné devant les assises à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans pour avoir enlevé, séquestré et abusé sexuellement le petit Ennis.
Aujourd'hui, Ennis affirme qu'il n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé dans ce box ce jour-là. Mustapha, lui, n'oublie pas. Pour mon fils, on va dire, je vais jouer un rôle pour lui. Peut-être qu'il va me voir sourire tout le temps, peut-être qu'il va me voir heureux, mais ça sera en face de lui, quoi. Ça sera vraiment une image, parce qu'au fond de moi, je souris plus. C'est fini. Mais bon. Ennis sait qu'il a été sauvé grâce à un fabuleux travail de la police. Il garde aussi en mémoire qu'il doit sa survie à un berger allemand nommé Hugo. Je lui ai dit, je lui ai expliqué que c'était un chien qui lui avait permis. Même lui était étonné parce qu'il ne pensait pas ça capable. Parce que bon, c'est pas qu'un chien peut sentir des odeurs, qu'un chien peut trouver de la drogue, qu'un chien peut sauver des gens dans la neige, tout ça, bon, il ne le sait pas. Je lui ai expliqué, même lui a été étonné. C'est pour ça qu'il a toujours voulu voir ce chien-là, parce que déjà il adore les chiens, mais malheureusement c'est trop tard, quoi. Hugo est mort avant d'avoir pu rencontrer le petit Ennis. Hugo est mort d'une hémorragie interne cet été. Donc voilà, 10 ans et 7 mois. Je pensais pouvoir le mettre à la retraite fin novembre. Enfin, malheureusement, il n'aura pas eu le temps. Il aura eu une belle carrière, il aura fait de belles interventions. Enfin, ouais, c'est avec regret, quoi. Il est parti un peu trop tôt. Hugo et Laurent auront sauvé plusieurs vies dans leur carrière commune. Mais le sauvetage d'Ennis restera leur plus grande fierté. Hugo n'est plus, mais continue de vivre dans les esprits de ceux qui l'ont connu, et notamment dans le cœur d'un petit garçon.